5 ans après la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, permise par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, la casse sociale se poursuit. Près d'1 millier d'emplois devraient encore être supprimés au mépris des engagements pris par le géant américain. Elle voulait mettre à mal les partis traditionnels et lutter contre l'islamophobie. L'Union des démocrates musulmans français n'a recueilli que 0,13% des suffrages. Malgré ce faible score, le parti communautariste a réalisé une percée dans certaines villes à forte densité d'immigrés. L'euro menacé, alors que l'Europe de Bruxelles fait l'objet d'une défiance grandissante dans tout le continent, la monnaie unique ne fait pas seulement l'objet de critiques des citoyens, mais aussi de plus en plus d'économistes. Charles Gave répondra à nos questions. Madame, Monsieur, bonsoir. 5 ans après le rachat de la branche énergie d'Alstom par le géant américain General Electric, les conséquences désastreuses pour l'économie française se poursuivent. Mardi, l'annonce de 1000 nouvelles suppressions de postes a provoqué un tollé. Retour sur une opération perdant-perdant pour la France. C'est un véritable coup de massue qui vient encore de s'abattre sur les salariés de General Electric. Le conglomérat américain a savamment laissé passer les élections européennes pour annoncer mardi son intention de faire un nouveau plan social. Un timing surprenant quand on connaît le rôle joué par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, dans la vente de la branche énergie du géant français Alstom à l'américain en 2014 pour une valorisation de 12,35 milliards. En effet, à l'époque, son prédécesseur Arnaud Montebourg avait tout fait pour empêcher le rachat. À peine sorti du gouvernement et remplacé par l'actuel président de la République, la vente avait été acceptée. À cette époque, le gouvernement avait fait savoir que de nombreuses garanties avaient été prises pour limiter l'impact. General Electric s'était ainsi engagé à créer 1 millier d'emplois, un engagement qui devait être tenu sous peine de sanctions financières, comme le rappelait Arnaud Montebourg. General Electric nous a proposé la création en 3 ans de 1000 emplois. Nous avons demandé des pénalités financières équivalent à 50 000 € par emploi qui ne serait pas créé. C'est un précédent. À l'époque, la création d'emplois était d'ailleurs un des arguments que le gouvernement français avait mis en exergue pour privilégier l'américain face à l'allemand Siemens, également intéressé par Alstom. Mais la promesse états-unienne s'était soldée en 2016 par la suppression de plus de 700 postes dans la branche en question. Le ministère de l'économie avait d'ailleurs annoncé début 2019 que General Electric devait s'acquitter de pénalités de 50 millions d'euros pour ne pas avoir honoré sa promesse. À titre comparatif, le ministère américain de la Justice a condamné l'entreprise en mars dernier à 1,5 milliard de dollars d'amende pour avoir vendu des prêts toxiques peu avant 2008, apportant ainsi sa pierre à l'édifice de la crise des subprimes. L'américain n'est donc pas un enfant de cœur. L'annonce mardi de nouveaux licenciements, notamment sur le site de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté, a donc provoqué une large colère. Je ressens la honte, je ressens du mépris, j'ai la haine, j'ai tout ce que vous voulez. C'est toujours plus, les actionnaires toujours plus, puis voilà où on en est aujourd'hui. Et si le géant américain fait valoir une baisse des commandes, beaucoup estiment que le prétexte n'est pas crédible. Qui peut croire que les besoins énergétiques dans le monde déclinent ? Ils ne déclinent absolument pas. Les pays en voie de développement demandent de l'énergie et les pays développés demandent toujours plus d'énergie. Un point de vue que ne partageait visiblement pas le ministre de l'économie Bruno Le Maire dans son intervention à l'Assemblée nationale mardi. C'est un coup dur pour Belfort, bien sûr. Et c'est un coup dur qui vient tout simplement de l'effondrement des commandes de turbines à gaz. Je rappelle qu'il y a 10 ans, GE Belfort produisait 100 turbines à gaz et qu'en 2018, ils ont produit 29 turbines à gaz parce qu'il y a un effondrement du marché de ces turbines. Alors peut-être que dans quelques décennies, qu'à partir de 2040, quand il faudra faire la transition avec le charbon, on retrouvera des perspectives de commandes, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc il faut faire face à cette annonce, accompagner les salariés, être à leur côté, nous le serons. Et nous garantirons un avenir industriel pour le site. Tout porte donc à croire que le secteur va à nouveau connaître de lourds revers, une rançon que les salariés de l'entreprise pourraient bien subir de plein fouet face à l'impuissance totale du gouvernement. Les démocrates musulmans n'ont pas trouvé leur public. Enregistrée in extremis, la 34e liste des élections européennes a réuni à peine 30 000 voix, un échec que le parti souhaite transformer en expérience pour les prochaines élections municipales. Thibaut Bastide.
C'était la liste surprise de dernière minute de ces élections européennes, celle de l'Union des démocrates musulmans français. Pour sa première participation à une élection nationale, le petit parti communautariste n'a pas fait la percée qu'il espérait. En effet, alors que le numéro 3 de la liste, le spécialiste des questions internationales Bassam Tahan, nous expliquait dans une précédente édition vouloir porter haut et fort les couleurs de l'islam en France pour lutter contre la dite islamophobie, force est de constater que le message n'est pas passé. Recueillant seulement 0,13% des suffrages, l'Union des démocrates musulmans français repart donc bredouille de cette échéance européenne. Si ce résultat ne constitue pas réellement une surprise, le fondateur et tête de liste, Najib Azergui, a souhaité mettre en avant les nombreux problèmes qu'aurait rencontré son parti. Retard sur la validation de la liste, bulletins de vote pas distribués et surtout une opposition qualifiée d'islamophobe, comme nous le confirme Bassam Tahan. Moi, je considère ça pas comme un échec, pas du tout. C'est un bon début. Nous sommes en 19e position, malgré les attaques qui n'avaient pas lieu d'être. On nous a traités de tous les noms, de fanatiques, de ça n'est pas dans notre programme. Ça relève de l'islamophobie où justement on ne critique pas, où les gens ne sont pas choqués par un parti démocrate chrétien, mais dès qu'on voit musulman, ça y est, c'est tout de suite un refus et un rejet. Tant d'excuses pour une liste promouvant le communautarisme qui a rassemblé 28 395 votes auprès d'une population pas toujours concernée par les différentes élections. Près de 30 000 personnes se sont donc déplacées pour apporter leur voix à une liste faisant la part belle à l'islam en France. Dans son communiqué, Najib Azergui évoque un éveil des consciences en cours. Il faut dire que dans certaines villes, la liste a rencontré un succès relatif. 7,43% des suffrages exprimés à Garges-les-Gonesse, 6,77% à Mantes-la-Jolie, 6,68% à Montero-Fouillonne, 6,37% à La Courneuve, 6,36% à Chanteloup-les-Vignes, 5,89% à Gennevilliers, 5,38% à Villetaneuse et 4,87% à Vaux-en-Velin. Des villes où l'immigration est fortement présente, preuve d'un communautarisme avancé dans certains quartiers. Pourtant, Bassam Tahan réfute ce lien et met en avant l'absence de bulletins dans de nombreuses villes. Là, on a eu un bon vote tout simplement parce qu'il y a eu des jeunes du parti qui ont eu le temps de télécharger les bulletins. On aurait eu des bulletins, croyez-moi, que même dans les grandes villes, il n'y a pas que dans ces villes de banlieue qu'on a eu des voix. On a eu des voix à Lyon, à Marseille, et il y a eu également des voix de beaucoup de chrétiens, arméniens, et d'autres. Après avoir présenté des candidats aux dernières élections municipales, départementales, régionales et législatives, avec des résultats modestes jusqu'ici, puisque l'UDMF n'a remporté qu'un siège de conseiller municipal à Bobigny en 2015, l'Union des démocrates musulmans français souhaite se servir des élections européennes comme d'un tremplin pour les prochaines municipales de 2020. Le fondateur a d'ailleurs annoncé que plusieurs de ses représentants seront en lice, notamment à Marseille ou encore à Lyon, mais également dans d'autres villes où l'immigration est particulièrement présente. Allons-nous assister à la chute de l'euro? C'est une question qui revient régulièrement dans le débat public jusqu'à inquiéter le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'essayiste économique Charles Gave, opposé à la monnaie unique, a répondu à nos questions. Olivier Frère-Jacques. La monnaie unique n'a jamais autant été menacée. Ces mots sont ceux du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans un contexte de défiance des peuples à l'égard de Bruxelles, de crise économique et de guerre commerciale intense, l'euro apparaît en effet en danger. Si l'opinion selon laquelle l'euro est un outil de puissance pour l'Europe face aux blocs asiatiques et aux États-Unis demeure tenace, la manière dont est utilisé cet outil dans une union monétaire comprenant des pays à des niveaux de développement très variés et connaissant des situations économiques diverses pose question. Longtemps, l'aspect pratique de la monnaie unique a fait sa réputation, à savoir pouvoir dépenser ses petits deniers partout sur le territoire européen. Encore faut-il faire partie de la population qui voyage, mais surtout avoir une monnaie commune pour les échanges financiers et commerciaux. Mais aujourd'hui, ce rêve de mobilité monétaire ne fait plus consensus et nombreux sont les économistes à constater l'échec de l'euro. Le président de l'Institut des libertés, Charles Gave, est de cela. Pour lui, l'échec de la monnaie unique est lié aux différences de productivité entre les travailleurs des États. Parce que vous avez
quelque chose qui s'appelle la productivité du travail. C'est-à-dire, grosso modo, un travailleur allemand produit plus qu'un travailleur grec. Et donc, et en plus, son taux de croissance de la productivité est plus fort. Donc, grosso modo, si vous avez un taux de change fixe entre les deux pays, au bout d'un certain temps, le travailleur grec deviendra non concurrentiel vis-à-vis du travailleur allemand et toutes les usines iront en Allemagne. Et à ce moment-là, la Grèce fera faillite ou il faudra lui prêter de l'argent pour qu'elle ne fasse pas faillite. La même chose est en train de se passer pour la France et l'Italie. Nous avons une productivité plus faible que celle du travailleur allemand. Et donc, fixer des taux de change fixes entre des pays qui ont des productivités différentes, ça n'a jamais marché dans l'histoire. C'est pas la première fois. De nombreux opposants à la monnaie unique voudraient, en sortant de la zone euro, permettre aux États de se réapproprier leur devise comme un outil de politique économique. Ce n'est pas le cas de Charles Gave, pour qui le retour aux monnaies nationales doit permettre aux devises de fluctuer en fonction du marché. Surtout pas. Si vous voulez, la monnaie, c'est un prix. C'est un prix qui, dans le fond, vous donne le niveau de relation entre ce pays et les autres, le taux de change, de façon à ce que le pays soit concurrentiel, mais pas trop, pas assez, etc. Donc c'est un prix comme un autre. À partir du moment où l'État détermine le prix de la monnaie, c'est à peu près aussi intelligent que de déterminer le prix de la baguette de pain. Et donc vous vous retrouvez dans un monde où il y a des faux prix qui apparaissent parce que le prix n'est pas le bon. Et donc si vous manipulez et les taux d'intérêt qui vous donnent la relation avec le temps au travers du phénomène d'escompte et le taux de change qui vous donne la relation avec la géographie, puisque c'est ce que vous produisez à la maison et ce que vous produisez à l'extérieur. Si ces deux prix sont faux, les entrepreneurs qui ont besoin des prix pour investir, pour embaucher, ils ont des informations qui sont fausses. Si vous voulez bloquer les prix, bloquer les taux de change, c'est grosso modo comme bloquer les prix du pain. C'est l'édit Dioclétien à la fin de l'Empire romain qui a fait sauter Rome. À partir du moment où vous bloquez les prix, vous bloquez l'ajustement. Sortir de l'euro, mais pourquoi ? Différentes écoles de pensée s'affrontent. Ainsi, dans le spectre politique actuel, les personnalités opposées à la monnaie unique envisagent généralement la monnaie comme un levier de politique économique au service de l'État, une vision à laquelle ne souscrit pas Charles Gave. Filippo et Asselineau sont des gens qui veulent un État stratège. C'est-à-dire que non seulement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que la monnaie soit libre, ils veulent que la monnaie soit sous leur contrôle à eux. C'est pas du tout la même analyse que la mienne. Moi je dis il faut que la monnaie soit libre, que ce soit un prix qui soit déterminé par le marché. De temps en temps elle sera trop basse, de temps en temps elle sera trop haute, mais dans l'ensemble elle trouvera son niveau sur le long terme. Et tandis que ce qu'ils veulent, si vous voulez, c'est dans le fond, si je vais jusqu'au bout de leur raisonnement, c'est probablement de rétablir le contrôle d'échange en France, pour éviter que les Français n'aillent gaspiller leur épargne à l'extérieur de la France. Donc c'est pas du tout la même. Eux, ils aiment pas l'euro, mais ils aiment le contrôle de la monnaie. Moi, je n'aime pas l'euro et je hais encore plus le contrôle de la monnaie par les politiques. Les oppositions à l'euro sont donc variées et présentent des visions économiques parfois opposées. Le maintien du dollar comme monnaie de référence et la poussée du yuan chinois éclipsent la monnaie unique européenne dont l'existence se voit aujourd'hui menacée. C'est assez simple. Vous avez trois monnaies qui sont en train d'émerger. Vous avez la monnaie chinoise qui va être en train d'essayer de dédollariser l'Asie. Vous avez la monnaie américaine qui reste la monnaie prédominante. Et puis vous avez la monnaie euro. Mais la monnaie euro, c'est un truc qui ne peut pas marcher. Et ce qui va se passer, c'est qu'un de ces quatre, l'euro va sauter et on se retrouvera avec des monnaies, retour aux monnaies nationales. Et je vous signale qu'en Europe, la quasi-totalité des pays qui vont bien, la Suède, l'Angleterre, etc., la Tchéquie, la Pologne, ne sont pas dans l'euro. Les pays qui sont dans l'euro dans le sud de l'Europe, ils sont tous en train de crever. Donc, encore une fois, il n'y a jamais de problème si vous laissez la liberté s'exercer. Dès que vous collez la contrainte, vous vous retrouvez en Union soviétique. Et ce qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est une espèce d'Union soviétique. Moi, quand l'euro a été créé, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel j'expliquais que l'euro allait détruire l'Europe que j'aimais. Et c'est ce qui s'est passé. On est en train d'assister à la destruction de l'Europe, de la diversité, pour essayer de la remplacer par une espèce de monstre technocratique dont les Français ne veulent pas, dont les gens ne veulent pas en général. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Florian Janin.
La majorité fait sa petite tambouille dans son coin. Dans la nuit de mardi à mercredi, les seuls députés de la majorité ont voté une limitation de temps de parole des groupes dans les discussions générales sur les textes de loi. Cette mesure prévoit de limiter à 5 minutes et à un orateur par groupe et pour l'ensemble des députés non inscrits le temps de parole avant l'examen des articles et amendements déposés. Un projet dénoncé comme un déni de démocratie par l'opposition qui a quitté l'hémicycle avant le vote en signe de protestation. De fait, après des discussions houleuses, la majorité a pu adopter le texte sans contestation. L'opposition avait réclamé le report du vote pour donner une chance à un texte de compromis, mais le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a refusé de suspendre les débats. 450 individus de nationalité française liés à l'État islamique détenus en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré qu'environ 400 à 450 Français étaient détenus dans le nord-est syrien par les Kurdes. Il a également annoncé que seuls les enfants pourraient faire l'objet de rapatriement. Les hommes et femmes considérés comme des combattants sont eux entre les mains des autorités syriennes. Certains ont déjà été envoyés en Irak pour être jugés. 7 ont été condamnés à mort. Il y aurait toujours plus d'une centaine de terroristes français dans la région d'Idlib, toujours aux mains des rebelles. L'initiatrice du mouvement Balance ton port devant les juges. Ce mercredi, la journaliste Sandra Müller, à l'origine du fameux hashtag Balance ton port, comparaissait pour diffamation. Poursuivie par l'homme dont elle dénonçait les agissements, celui-ci réclame notamment 50 000 € de dommages et intérêts, 15 000 € de frais de justice et la suppression du tweet divulguant son nom. Les élections européennes, une bonne occasion pour prendre la poudre d'escampette. Dimanche, un prisonnier du centre de détention d'Aix en Lot-et-Garonne, bénéficiant d'une autorisation, s'est rendu aux urnes mais n'est jamais revenu. L'individu condamné pour proxénétisme est désormais considéré comme évadé. En décidant d'autoriser les détenus à voter lors de ces élections européennes, le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a finalement trouvé une bonne méthode pour lutter contre la surpopulation carcérale. Un Américain construit son propre mur, alors que le Congrès américain refuse toujours de financer le mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine. Un ancien militaire a lancé la construction de la première portion d'un mur privé le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Pour ce faire, il utilise de l'argent collecté en ligne auprès de partisans du président américain. Plus de 22 millions de dollars ont déjà été versés par les internautes via une plateforme de financement participatif. Une tyrolienne géante sur la Tour Eiffel. À l'occasion de la quinzaine de Roland-Garros, une tyrolienne a été installée au 2e étage de la Dame de Fer. L'attraction éphémère survole le Champ de Mars et rejoint la place de l'École militaire. Jusqu'au 2 juin, les amateurs de sensations fortes pourraient ainsi s'élancer sur un parcours de 800 mètres à 115 mètres de hauteur, le tout à 90 km/h. La sensation, mais plus douce qu'il n'y paraît. Le départ est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on va chuter. Et en fait, c'est tout doux et c'est immense. La longueur est immense. C'est génial. Il faut prendre sur soi quand on a le vertige. Mais après, on ne le regrette pas parce que ça se fait qu'une fois dans sa vie. Mais donc, je peux attester que quand on a le vertige, quand on a du courage et qu'on y va, on peut le faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Didier Le Fur est historien. Avec son ouvrage « Et il mire Dieu à la retraite », il explique comment, de Copernic à Voltaire, les hommes ont remis en cause le pouvoir de Dieu pour écrire eux-mêmes leur destin. Les auteurs de livres d'histoire ont été d'abord, enfin en tout cas dans l'imaginaire, enfin en France, ceux qui savaient écrire, ceux qui avaient accès au texte, donc essentiellement des clercs pendant très longtemps, et même jusqu'au début du 19e siècle, la plupart des histoires de France notamment étaient écrites par des religieux. Mais il y avait forcément d'autres textes qui pouvaient se produire, et à partir de la fin 15e siècle, eh bien, ce sont des auteurs plus laïques, ou en tout cas plus libérés face à la religion ou à des devoirs religieux et hiérarchie, qui se sont mis aussi à écrire des livres. Et à partir de ce 17e et 18e siècle, à partir du moment où on a commencé à penser peut-être l'histoire différemment, et on en reviendra sans doute, eh bien, ce sont des philosophes qui ont pensé l'histoire et qui ont aussi tenté d'écrire
une histoire ou des histoires. Et c'est simplement qu'à partir du 19e siècle où on a commencé à structurer l'idée d'un métier d'historien et de dissocier les historiens des philosophes et d'autres intellectuels. Et ce soir, vous avez également rendez-vous avec Perles de Culture. Anne Brassier et Frédéric Pic vous emmènent au cinéma pour leur coup de cœur. Grégoire Tona présente ensuite son petit quiz du jour J. Puis Louis Hubert Rémy revient sur la figure de Jeanne d'Arc. Et puis tout de suite, évidemment, vous avez rendez-vous avec La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. C'est à présent le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain avec Thibaut Bastide. Bonsoir. Il y a une assez jolie expression, un joli mot en Languedoc, en languedocien, pour une catégorie de personnages très typés, c'est le verbe falséger. On dit volontiers des gens concernés qu'ils sont des falsos, c'est-à-dire des gens qui mentent, qui calculent des choses comme ça par en dessous, qui feignent de vous apprécier alors qu'en fait ils disent de mal de vous. Et ça vient probablement de l'italien falseggiare, falsifier. Ce sont généralement des hommes et des hommes de nature un peu dominante. Alors le problème dans les villages, c'est que les hommes qui ont une nature dominante n'ont pas tous la stature qui va avec. Le physique généreux, la grosse voiture, le permis de chasse, les conquêtes féminines, ça serait trop simple. En pareil cas, on les repérerait tout de suite. Non, il y a deux catégories de falsos. Le falso qui a du pouvoir et le falso qui n'en a pas, mais qui reste un cinglé dominant. Alors commençons par les dominants qui occupent le terrain, les élus par exemple, comme le maire du village de Saint-Barnabé. Ils ont un certain ascendant sur leurs voisins, ils agissent, ils ont des outils à leur disposition pour agir, donc leurs mensonges, leurs faux semblants empruntent le canal de l'action, à travers des intentions cachées. Un peu comme quand le président de la République dit qu'il veut supprimer l'ENA, vous vous dites, vous, qu'il y aurait de la vengeance par là-dessous, que ce ne serait pas étonnant. Eh bien, quand le maire de Saint-Barnabé annonce une chose qui semble favorable à tous les administrés, souvent il veut dresser les uns contre les autres pour inciter l'adversaire à commettre une erreur. Quand il dit qu'il va essayer d'avoir un financement pour telle ou telle chose, dans la plupart des cas, ne vous y trompez pas, il l'a déjà. La nouvelle lui a été notifiée en douce, il va toucher 100 000 pour la commune et il essaie de faire passer cette dotation pour un truc qu'il a arraché aux autorités compétentes l'avant-veille. Donc il va dire de réunion en réunion, « Ah, on pourrait espérer 100 000 de plus parce que j'ai eu une idée, ça peut marcher ». La vérité, c'est qu'il restait donc 100 000 au budget de la région ou du département qui lui ont été attribués de manière inespérée. On a comme ça une bande vidéo de François Hollande, qui est le type même du falso de province, en train d'avouer qu'il a coupé le micro d'un adjoint au moment où il s'apprêtait à annoncer qu'on avait plus d'argent que prévu qui tombait de la région. Et il a donc imposé le silence sur cet argent jusqu'à ce qu'il arrive à faire croire que c'était lui, François Hollande, qui l'avait obtenu. Mais il existe une autre catégorie d'orgueilleux dominants qui est bien plus dangereuse, c'est celle des gens qui n'ont aucun pouvoir sur le réel, mais qui ne cessent pas d'être des dominants pour autant. Alors ceux-là, ils n'ont pas les outils, ils n'ont aucun moyen de satisfaire leur esprit dominateur autrement que par le calcul, la médisance, le coup en douce. Il y a 2 ans, nous avons eu comme ça un type au village qui n'avait pas de travail, pas de voiture, que sa famille avait rejeté, qui n'avait pas de jardin, pas d'internet, pas de télévision, qui n'avait aucun des moyens d'affirmer son désir de dominer autrui. Il ne lui restait que le sous-entendu fielleux et une façon très particulière de se glisser dans les bonnes grâces, notamment des femmes, pour laisser entendre des choses un peu fâcheuses à propos d'un tel ou d'un tel. Ces dominants-là sont les pires puisqu'ils n'ont pas d'autre choix pour affronter leurs rivaux que de les faire trébucher sans les combattre, de les discréditer en quelque sorte d'une manière ou d'une autre. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Déjà, ils sont tout le temps là. Au bar, par exemple, le type auquel je pense ne décollait jamais. Il buvait des cafés au lait, il écoutait tout, il se servait de ce qu'il glanait pour essayer de nuire en disant « c'est pas ce que j'ai entendu dire ». Alors on lui demandait ce qu'il voulait dire. Je me souviens par exemple d'une dame qui se plaignait d'avoir des punks à côté de chez elle, qui avaient été envoyés par les services sociaux dans la maison voisine de la sienne, des gens qui venaient dessiner des croix gammées la nuit au feutre sur sa boîte aux lettres. Eh bien notre fielleux personnage, là, laissait entendre au bar qu'elle avait aussi certains torts envers eux.
Nous nous sommes toujours demandé ce que cette veuve à cheveux tout blancs pouvait avoir fait pour justifier des croix gammées sur sa boîte. Mais rien, justement. Le but du gars était d'introduire le doute et il faisait ça tout le temps. Heureusement, si j'ose dire, il buvait, donc il a précipité sa propre chute, mais la noirceur de ses jugements à propos d'un tel ou d'un tel ressortait à la faveur de l'alcool. Il ne pouvait pas s'empêcher de délirer, de révéler sa jalousie. Il disait à un brave type qui venait d'entrer au bar qu'il frimait avec sa voiture à 20 000, alors que justement ce type lui avait proposé de le conduire chez l'ophtalmo la veille ou l'avant-veille avec la dite voiture. Et quand on a parlé de l'obligation de déclarer ses revenus par Internet, il a répondu qu'il n'avait ni ordinateur ni abonnement et qu'il était content comme ça. Alors je lui ai rappelé que je lui avais proposé un ordinateur dont je ne me servais plus et il m'a répondu « je l'attends toujours ». Je te l'apporte demain, je lui ai dit. De toute façon, je ne veux pas d'un clou, a-t-il dit. Je suis capable de m'acheter du neuf. Bon, pour finir, ce pauvre type odieux a fait un cancer. La vie des villages est pleine de ces gens qui pensent qu'ils vont trouver un refuge au pays de leur enfance. Lui, c'était parce qu'il était venu en colonie de vacances en 1960 par là. Mais la colonie n'existe plus. Le type, le malheureux, est mort l'année dernière, enterré ailleurs par sa fille unique, qu'on n'avait jamais vue. Et il était sans doute convaincu d'avoir été un incompris chez nous. Abonnez-vous, merci. La pornographie est au cœur de l'effondrement moral qui marque notre siècle. Voilà le principal message posé par le pape émérite Benoît XVI dans un article récent sur les abus sexuels dans l'Église. L'entrée de la pornographie dans les murs a visiblement frappé celui qui n'était encore que simple évêque en Allemagne à la fin des années 1960. Nous vivions alors les folles années de la libération sexuelle qui fut la véritable et tragique réussite de mai 68. Un contexte social favorable à la licence intégrale, le droit de tout faire pourvu qu'on en ait envie, cite Benoît XVI. Benoît XVI rajoute « Je cherche à montrer qu'au cours des années 1960, il s'est produit un événement monstrueux à une échelle sans précédent au cours de l'histoire. On peut dire qu'au cours des 20 années entre 1960 et 1980, les critères normatifs de la sexualité se sont entièrement effondrés. Une nouvelle absence de normes est née et que, entre-temps, l'on s'est employé sans succès à redresser. » Voilà ce qu'écrit le pape. En premier lieu, par l'éducation sexuelle, prescrite par l'État et soutenue par lui. Corrompre l'innocence, sexualiser les enfants, on peut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise peut revendiquer une entière réussite, en tout cas en France, avec un endoctrinement qui commence dès le plus jeune âge et dont l'objectif est de détruire tout socle moral. Benoît XVI rappelle ainsi les glauquissimes films d'éducation sexuelle réalisés à l'instigation du ministre allemand de la Santé ou la très perverse valisette de matériaux d'éducation sexuelle utilisée dans les écoles autrichiennes à la fin des années 1980. Le pape ne manque pas de rappeler que la pornographie publique entraîne la violence, mais aussi que les excès dans le domaine de l'habillement portaient également à l'agression. La liberté de s'habiller et surtout de se déshabiller comme on veut est désormais considérée comme un droit chèrement acquis par les femmes. Et si elles en étaient les dupes et les victimes? Benoît XVI rappelle avoir eu connaissance de la projection de films pornographiques dans un séminaire à l'initiative du recteur en personne, au prétexte de rendre les séminaristes, je cite, « résistants aux comportements contraires à la foi ». Pour en arriver à une pareille aberration, le recteur était soit très naïf, soit très pervers. Je penche sans hésitation du côté de la perversité à l'état pur. Et le cas n'est pas isolé. Eh bien, l'Église maintenant, 50 ans plus tard, peine à penser ses plaies. Elle peine à penser les blessures ignobles que ce climat a entraînées. Mais il ne faudrait pas croire que le problème n'existe qu'en son sein. Toutes les statistiques le prouvent, le phénomène est universel.
Sans réhabilitation de la morale, le monde court à l'évidence à sa perte. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.